Cette semaine, dans le balado, on survit à un prédateur, on affronte le Baba Yaga et on tisse des liens familiaux. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut! Donc, tu nous reviens frais et dispo. Oui, voilà. D'une semaine en exil sur une île. La vie insulaire. Alors, j'ai écouté plein de Missions Impossibles pour le spécial Missions Impossibles qu'on a mis en ligne en début de semaine. Oui, donc on vous rappelle d'aller écouter ça. Un gros épisode de 2 heures. Ouais, je pense que c'est notre plus long jusqu'à présent. Ouais. Mais on décortique chacun des films, analyse, anecdote en compagnie d'André Caron, une amie du balado, qui a une capacité d'analyse assez intéressante. Et, l'ancien prof de cinéma, ouais. qui a été aussi critique des cinémas, qui est dans le milieu de la production cinématographique. Une mémoire phénoménale quand même pour retenir beaucoup de petits détails de films. Donc, on vous invite d'aller écouter ça en ligne. Donc, cette semaine, on va parler de 2 films aussi qui étaient sortis la semaine dernière. Donc, on va revenir en arrière. Mais avant de parler des sorties de la semaine, petit tour d'actualité. On a quand même manqué beaucoup de choses avec cette semaine off parce que c'était la remise des prix de Cannes. Donc, sans grande surprise, je pense, quand le film avait été projeté, je pense qu'il y avait un très, très grand buzz. Donc, la Palme d'Or a été décernée au film iranien Un simple accident de Jafar Panahi. Mm-hmm. Donc, un cinéaste quand même qui a fait de la prison, qui s'est exilé. Donc, une histoire. Fait que je pense qu'il y a peut-être un côté aussi un peu politique là-dedans, j'ai l'impression. Assurément, parce que ça marque un dévouement de faire du cinéma contre ton pays, mais en même temps, t'es quand même fier de tes racines. C'est le gouvernement en place puis la politique, c'est pas d'où tu viens le problème. Fait qu'on jugera par nous-mêmes. Le film a été acquis par Neon Pictures aux États-Unis. Donc, eux, c'est leur 6e Palme d'Or de suite. Mais en même temps, qu'ils l'avaient acquis avant ou après? C'est une bonne question. Moi, je pense que c'était avant, honnêtement. OK. C'est après, oui, c'est toi qui l'as en distribution, mais là, c'est pas eux qui la produisent non plus. Non, c'est pas eux qui ont financé le film, mais ils ont quand même le flair d'aller acheter les bons films quand même. Rapidement, tu te souviens-tu des 5 autres? Non, pas du tout. Non. Donc... attends. Oui, les 5 autres, les dernières Palmes d'Or? Oui, les 5 dernières. Anora l'an dernier. Ouais. Anatomie d'une chute l'année d'avant. Ouais. Oh là, ça devient plus difficile. Enfin, qu'il en manque 3. Ouais. Non, j'aurai besoin d'un coup de main, on va être là longtemps. Triangle of Sadness. OK, oui. Titan. OK, oui. Et Parasite. Ah ouais, OK. C'est bon. Je pense que c'est pas mal ça qui a amené de l'argent dans les coffres de Neon, vu le succès que le film avait eu. Oui. En effet... c'est plus Parasite que Titan, je pense que oui. Le Grand Prix a été remis, et ça, tu vas être content, à valeur sentimentale de Joachim Trier. Oui. On a un distributeur québécois, d'ailleurs. Pour les 2 titres, ça va être en Tract Film. Ils l'ont annoncé sur leurs médias sociaux. Puis ils en ont acquis d'autres aussi, mais je me souviens plus par cœur tous lesquels. Là. Décision partagée pour le prix du jury. Donc, Sirat de Liverlax et Sound of Falling de Masha Shelinski, qui se sont partagés le prix du jury. Rapidement, prix d'interprétation masculin Wagner Moura pour L'Agent secret, qui a aussi remporté le prix de la mise en scène pour Kleber Medensa pour réalisateur. Interprétation féminine Nadia Meliti pour La petite dernière de Afsia Herzi, qui est à l'affiche récemment dans La prisonnière de Bordeaux, donc qui est aussi réalisatrice Afsia Herzi. Et prix du scénario, des habitués, les frères Dardenne, Jean-Pierre et Luc Dardenne pour Jeune mère. Donc, voilà pour Cannes. Et en fin de semaine dernière, c'était la remise des prix canadiens, donc les Screen Awards. Et sans grande surprise, le grand gagnant, en fait, lui qui a gagné le plus de prix, c'est Universal Language, donc la langue universelle de Matthew Rankin, qui avait 13 nominations, en a remporté 6, dont celui du scénario original et réalisation, mais il a échappé le meilleur film. OK. Et là, controverse? Moi, je trouve un peu. Parce que je sais pas à quel point c'est un film canadien. C'est The Apprentice qui a gagné. Le film sur Donald Trump. Mais je suis allé voir un peu, puis... Le pourcentage, il est combien? Sais-tu? Je sais pas, puis je sais même pas qui est canadien dans ces compagnies-là. OK. J'ai l'impression que c'est vraiment une petite part, mais ils ont dû trouver une faille, puis ils ont réussi à présenter le film, à l'inscrire au prix. Puis j'ai toujours un peu de misère avec ça parce que même s'il y avait une petite portion de financement canadien, je veux dire, c'est pas un film qui est résolument canadien, tu sais.
Non, c'est américain. C'est juste. C'est exactement comme le film de Jafar, Paris. Oui. Panahi, oui. Panahi, c'est un film iranien. C'est juste qu'il est produit ailleurs, puis fait en cachette, puis parce que. Fait qu'il va pas représenter l'Iran. L'Iran va jamais présenter ce film-là. Fait qu'à un moment donné, il va représenter. C'était l'an dernier encore aussi, où. Celui The Girl with the Needle. Ouais. C'était genre l'Allemagne, je pense, qui. Non, c'était-tu les Pays-Bas quand même, ou c'était un autre pays différent qui avait produit ça? Pas Danemark, peut-être. Ouais, c'était le Danemark. Je me rappelle plus, bref. Non, excuse, j'ai mêlé. Oui. C'est les graines du figuier sauvage qui représentaient l'Allemagne, ouais. Parce que, même principe, l'Iran ne soumet pas de film, qui a banni puis qui a envoyé le monde en prison. T'sais. Mais dans ce cas-là, on dirait que ça me dérange moins. Parce que c'est sûr, parce que c'est une célébration internationale. Moi, en fait, c'est parce que si on prend pour compte que le cinéma canadien cherche à promouvoir des histoires d'ici, ouais. C'est un peu étrange parce que le réalisateur n'est pas canadien, il y a personne en fait canadien dans le film, là, même les comédiens. C'est ça. Donc, c'est juste qu'il y a peut-être 10% du film qui est financé par des Canadiens. Fait que là... Parce que le problème que l'angle est différent. Ouais, c'est ça. Puis l'angle, je le pousse plus loin parce que ceux qui ont remporté les prix pour le jeu, les acteurs, c'est Sebastian Stan et Jeremy Strong. OK, c'est ça. C'est eux que c'est les meilleurs acteurs de films canadiens cette année. C'est ça. Sur le film qui parle du président des États-Unis. Je trouve que ça fait un peu colonisé, là, on nomme des vedettes, puis en fait, eux autres n'ont rien à foutre, ils n'étaient même pas là en plus. C'est ça, j'allais dire, sûrement pas. Fait que, tu sais... Fait que ça crée des malaises, honnêtement, parce que j'ai écouté petit peu, puis j'ai vu ces portions-là, puis ça riait un peu jaune, là, disant Sebastian Stan n'est pas présent, on va lui remettre le prix, puis tu sais, c'est comme... Ouais, c'est ça. Enfin. Et c'est tellement le problème dans la catégorie des actrices, parce que c'est Cate Blanchett qui a gagné pour Rumors. À la limite, ça, c'est un film très canadien, je le défends. Oui, c'est ça. Mais de nommer des gens, peut-être de d'autres nationalités, qui n'ont pas besoin de ça, alors qu'on pourrait mettre le spotlight peut-être sur des acteurs-actrices, ça peut changer leur vie de gagner un prix comme ça. Je sais pas. Je pense qu'il faudrait peut-être revoir un peu la politique. Ouais, moi aussi. Surtout, en plus, le fait qu'il soit pas présent. En plus. Si au moins il était là puis qu'il disait hey, merci, ça représente beaucoup pour moi, même si c'est pas vrai, dis quand même genre c'est un vraiment beau pays, vous avez une bonne cinématographie. Venez nous jouer sur scène là. Ouais, venez jouer du violon, quelque chose là, mais là c'est comme juste je suis pas là, j'enregistre même pas une vidéo à présenter. À la limite ça aurait pu, tu sais, je suis en tournage mais non, fait que c'est un petit peu malaisant, bref. Fait que les 3 prix majeurs, meilleur film, même 4, meilleur film, meilleur acteur de soutien, meilleure actrice, toutes pris aux Américains. Et dans le contexte actuel, c'est ça, c'est pas de leur faute. Là, non, c'est ça. Pas mal sûr qu'en plus les artistes en général sont plus à gauche, mais... Sinon, dans les autres, écoute, une petite nouvelle qui m'a fait bien rire, je ne sais pas à quel point ça va se concrétiser, mais Tom Cruise et Christopher McQuarrie, qui étaient en grosse promotion pour Mission Impossible, ont révélé qu'ils travaillaient sur une idée de film sur Les Grossman, le personnage de Tom Cruise dans Tropic Thunder. C'est pour ça que j'ai vu ressortir des affaires de ce caméo-là. Ouais, donc... Je suis pas certain que c'est une bonne idée. Écoute... Moi non plus, peut-être comme personnage principal, je pense pas. Mais s'ils font un film... Un producteur toxique. Qui serait encore un caméo, ou lui qui produit autre chose, fait qu'il serait Ou plus de soutien, peut-être moins caméo, mais avec un peu plus d'importance, mais peut-être pas la tête d'affiche, mais je sais pas. On dirait que ça me donne en tête Ça, ce sera pas la même esthétique, mais le film que John Turturro a fait, là, le spin-off de Jesus, son personnage de Big Lebowski, que là, ils sont allés complètement dans une autre style, puis c'est juste approprié, puis t'allais faire autre chose, puis ça a été très peu vu, très peu acclamé. Étonnant parce que Christopher McQuarrie, de mémoire, n'a jamais fait de comédie en plus. Effectivement. Il faudrait que je regarde rapidement, mais tout ce qui me vient en tête, c'est plus des trucs sérieux. En même temps, ça me dérange pas. Il a le droit il est peut-être drôle dans la vie. C'est ça. Tom Cruise aussi, on n'a pas fait tant que ça, là, des comédies slapstick, là, à part ce personnage-là, Night and Day, puis des affaires plus légères, comédies romantiques, mais il y a toujours un fond d'action pas mal. Ouais. Jerry Maguire aussi, plus de la rom-com finalement, qui a fait que... Ouais, que comédie plus général dans le terme. C'est ça. Sinon, on va en parler d'une bande-annonce qui vient d'enflammer les réseaux sociaux.
Ariana Grande, qui est maintenant, je pense, la nouvelle coqueluche à Hollywood avec le succès de Wicked, ça a été confirmé qu'elle sera de Meet the Parents 4. On avait parlé un petit peu qui se préparait au printemps. On avait annoncé la production d'un 4e film. Donc, elle jouera la fille de Ben Stiller et de Terry Polo, donc la petite fille de Robert De Niro. OK. Je pense très bon casting, honnêtement. Je pense que ça va être très cool. Fait que là, j'ai l'impression qu'on va jouer sur la thématique du premier film où c'est elle qui va venir introduire probablement son chum à ses parents, Ben Stiller, parce que Ben Stiller a maintenant le même âge que De Niro avait. Ouais, quoi, début soixantaine? Ouais, c'est ça. Fait que... Quand même, ça rajeunit pas. Ça rajeunit pas personne. C'est quoi, le premier? 2002, 2003? Ça doit faire 20 ans. C'était 2002, je pense. Ouais, c'est 2000 maintenant. C'était 2000 puis 2004. 25 ans. Le premier. Aïe. Ouais. Donc, ça, c'est pour quand? Là, on est en tournage ou c'est fini? Non, ça commence dans les prochaines semaines. En fait, ça va être l'Action grâce américaine 2026, donc 25 novembre 2026. OK, dans 18 mois. Ouais, là, on prépare comme une grosse sortie. Puis honnêtement, je pense que ça peut être le fun. Moi, honnêtement, c'est une série de comédies que j'ai bien appréciée à l'époque. On souligne souvent que ce genre de comédie ne va plus au cinéma. Alors, si ça peut le faire, en espérant qu'il n'y ait pas une plateforme qui pogne les droits entre-temps. Puis... C'est qui produit ça? C'est Universal. OK. Ça va être au cinéma. Oui. Allons-y pour les bandes annonces. Donc, je parlais de Wicked, justement. Alors, on a vu les premières images de la conclusion du diptyque. Maintenant, cette deuxième partie qui s'appelle Wicked for Good. Ouais, j'ai pas vu s'il y a déjà un titre en français, Wicked pour le bien. À jamais. Je pense que c'est peut-être ça. À moi que j'imagine. Fait que, écoute, moi, je suis honnêtement très emballé. Le premier film avait été une belle surprise pour moi qui m'a initié à l'univers d'Oz. J'avais écouté The Wizard of Oz pour la première fois et il y avait des rumeurs qui disaient qu'on verrait peut-être une Dorothée puis que le film... parce que Est-ce que ça laisse chevaucher ou pas? Ouais, c'est ça, ou juste se terminer avec l'arrivée de Dorothée à Oz parce que, évidemment, les questions que les gens se sont posées quand le projet avait été annoncé, c'est de prendre une comédie musicale de 2h30 puis faire 2 films de 2h30. Qu'est-ce qu'on fait? Mais là, je pense qu'on a plus de réponses à ces questions-là parce qu'on voit des petites images du film de Wizard of Oz, retravaillé évidemment, là. Mais donc, fait que j'ai l'impression que cette deuxième partie-là de Wicked va couvrir certains éléments. Oui, vraiment. Et finalement, l'histoire de Wicked va être vraiment, je pense, le début d'Elphaba, de sa transformation en sorcière mal aimée, méchante, entre guillemets, jusqu'à sa mort. Là, en tout cas, désolé si je dis un spoiler, le premier commence avec sa mort. Je me rappelle plus. Ouais, oui, ça commence sur les cendres, puis là, ça libère la gentille princesse, puis elle dit « Laissez-moi vous raconter une histoire », elle n'a pas toujours été méchante. C'est vrai. Donc, fait que voilà. Fait que toi... Fait que logiquement, ça va terminer avec quand même une fin de cette histoire, puis là, on va retourner au temps actuel de l'histoire où on va dire voici l'histoire que je viens de vous raconter et comme en train de nous conter une histoire. Ouais. J'ai l'impression que ça va être la bonne reine Glinda qui recueille je pense les cendres d'Elphaba suite au duel avec Dorothée. Qui se retire dans un chalet. On verra pour réfléchir, répandre ses cendres sur un lac. Donc, à découvrir le 21 novembre. Oui, ça va être encore gros comme le premier. Je pense que oui. Ça a fait combien aux États-Unis, ça? Je pense que c'est pas loin de 400 millions. Okay. C'est assez énorme. Mais nous, on le connaît moins, mais tout cet univers-là de Wizard of Oz fait vraiment partie des mœurs américaines, de la culture populaire américaine. Et Wicked, je connaissais par réputation sa popularité à Broadway, mais pas à ce point-là. Je pensais pas que ça... il y en a eu plein des œuvres qui avaient des gros succès à Broadway que ça s'est pas bien traduit au cinéma. Mais c'est quand même... Ça va sûrement donner le feu vert pour en faire 7 autres différents qui vont pas tous réussir. Non, effectivement, mais en même temps, c'est un phénomène où ça fait une vingtaine d'années qui demeure à Broadway, ce qui est quand même assez rare. Pour les fans d'horreur, on a pu voir aussi les premières images de Black Phone 2, qui est un des succès surprises il y a 3 ans peut-être, je pense déjà. C'était Blumhouse, ça? Oui, il me semble que c'était un des Blumhouse. C'est un film d'horreur mettant en vedette Ethan Hawke, fait qu'un contre-emploi aussi pour le comédien. Qui avait des vibes un peu de Stephen King, mais c'était son fils Joe Hill qui avait écrit la nouvelle. Avec bien hâte de voir. Le premier film avait quand même une finalité en soi. Là, est-ce qu'on amène des éléments surnaturels? Il y a l'air d'avoir ça, parce qu'à cette heure, c'est le même garçon.
Oui, c'est les mêmes personnages, donc les mêmes comédiens. Encore des communications par un vieux téléphone à roulette. Puis... il y avait une des filles c'était sa sœur, je pense, qui avait des dons un peu de prémonition. Ouais, c'est elle qui retrouve un peu les maisons. Puis... c'est elle qui semble être hantée par mais lui, il y a le téléphone, justement, le fameux téléphone qui recevait les appels des anciennes victimes. Fait que là, il a l'air à recevoir le tueur, je ne sais plus comment il l'appelle, mais le tueur. Ouais, je pense que c'est The Grabber en anglais, mais il n'y a pas de nom comme tel. Il a l'air à communiquer avec lui pour l'aider ou lui nuire dans une autre quête très Shining, un peu, tout ça. Oui. Puis, écoute, pas d'hasard. Puis tout ça semble être lié dans le passé avec un camp de vacances pour jeunes et tout ça. La Cristal. Donc, non. Fait que... non, tu mets tout ensemble. Ouais. Moi, honnêtement, j'ai hâte. J'espère ne pas être déçu. Ça peut être un peu casse-gueule, tout dépendant de la direction que ça va prendre. Mais moi, j'avais beaucoup apprécié le premier. Puis c'est encore son nom m'échappe, mais c'est encore le même. Scott Derrickson, qui est aussi co-scénariste. Parce que, c'est ça. Puis Derrickson, c'est lui qui avait fait Sinister à l'époque. Je me trompe, c'est ça. Fait que beau duo d'équipe avec Ethan Hawke. Oui. C'est pour quand ça? J'ai oublié de noter. 17 octobre, fait que ça va être le film d'horreur d'Halloween. Oui, tout à fait. Et dernier, film québécois on a parlé de Cannes, qui a eu un bel accueil, donc c'est encourageant. Amour Apocalypse d'Anne Aymon. Oui, qui sort le 8 août, donc dans quelques semaines. On a le temps de vivre l'été, là, mais ça va être le film de fin d'été, si on veut. Sympathico-weird, on comprend, c'est produit par, j'ai oublié la boîte, mais les mêmes qui ont fait Simple comme Sylvain, fait que je trouve ce côté juste un peu décalé, mais quand même totalement accessible, là, où Patrick Yvon joue un sur-anxieux, aussi d'éco-anxiété et tout, qui s'occupe d'un chenil. Et en utilisant une lampe de luminothérapie pour l'aider un peu à se recentrer, il y a des problèmes, il appelle la ligne d'aide de la compagnie, dans le fond, parce qu'il y a des problèmes avec sa lampe. Puis il va comme tomber en amour avec la personne qui communique d'assistance, l'assistance téléphonique. Puis finalement, va elle aussi se déplacer pour aller le rencontrer. Puis ce genre de comédie romantique un peu décalée. Un peu fantaisiste. C'est ça. Et cette voix-là est jouée par Piper Perabo. Fait que peut-être que cette Américaine va venir gagner peut-être la meilleure actrice canadienne. Au Québec. Mais comme tu dis, au moins, ça serait dans ce cas-là une Américaine qui vient jouer au Canada dans un film canadien et tout. Là, c'est une production 100% canadienne. Vraiment. Fait que bref, pour mettre ça là-dedans. Aussi Éric Kaboulian, qu'on a souvent rencontré, qui est sur plein de projets en tant que scénariste, comédien, et là maintenant qui va réaliser son premier film cet automne, Folichonnerie. Fait que là, il joue là-dedans le frère de Patrick Yvon. Donc, je sais pas si on va avoir l'occasion de le recevoir dans le balado, mais des fois aussi l'été, il y a moins de monde qui se promène. Je pense que... Ouais, sans compter toutes les Comic-Con qu'on a faites, qu'on n'a pas enregistrées, mais pour Farador. Fait que moi, j'ai hâte d'être en fan du genre, et toi aussi. Oui. Et de Anne Aymon, qui, elle aussi... se promène beaucoup de genres en général dans sa filmographie jusqu'à présent. Là, de l'intimiste sexuel jusqu'à la coming of age de jeune Juliette, etc. Ça renouvelle bien. Donc, voilà pour les bandes annonces. Donc, pour les films, quand même du costaud. Là, on va couvrir, je pense, c'est 6 films au total, le plus en détail. Est-ce qu'on revient sur ceux de la semaine dernière ou on commence avec ceux de la semaine? Commençons avec ceux de la semaine. Ah, OK, d'accord. Peut-être que nos fidèles ont déjà tout vu les films qui sont sortis la semaine passée. Allons-y avec le gros morceau. Je dirais le plus commercial pour débuter. Ballerina de Len Westman. Oui, spin-off de la série, de la franchise John Wick, donc Ballerine au Québec, avec Ana de Armas. Keanu Reeves vient se tremper l'orteil aussi dans ce film-là. Lance Reddick, qui doit être officiellement là, son vraiment dernier rôle. Puisque, le film a été reporté d'1 an, fait que là, ça commence à dater son décès, fait que c'est encore surprenant de le voir. Norman Reedus aussi, qui lui fait son apparition dans l'univers, qui est quand même un bon casting parce que c'est un acteur aimé de potentiellement les gens qui ont écouté The Walking Dead, qui aiment John Wick, fait que c'est bien cool de le remettre, même dans le temps des Band Dog Saints puis ces affaires-là. On va suivre donc le personnage d'Anna de Armas qui s'appelle Eve Macaro, qui a assisté impuissante au meurtre de son père lorsqu'elle était enfant par une bande de tueurs à gages, puis elle avait remarqué qu'il y avait
une marque justement particulière sur eux. Et là, elle a été envoyée dans l'espèce d'école de ballet des Russes, sont ceux qu'on voit dans John Wick 3, quand John Wick a besoin de sa faveur. Exactement, Ruska Roma. Fait qu'elle va se faire un peu comme les Red Sparrow, là, le film qu'il y avait eu avec Jennifer Lawrence, ces affaires-là. Fait qu'elle a un gros entraînement là, d'être une espèce de femme fatale et redoutable et d'utiliser ses forces et d'utiliser les faiblesses des autres pour être une tueuse à gages. Et là, dans ses premières missions, elle va avoir l'occasion de régler ses comptes avec les meurtriers de son père puis d'enquêter sur qui étaient ces fameux gens avec la marque X puis partir sur sa quête personnelle. Mais au travers, va finir par recroiser John Wick, qui lui va dire, là, moi, on me demande de te calmer parce que là, tu t'en vas fouiller dans des affaires qu'on veut pas que tu fouilles. Ouais. Et on sait que l'école avait été décimée dans le 4e John Wick. Hey, je me souviens pas. Ou à la fin pas. du 3, c'est ça que je voulais voir, j'ai oublié de fouiller, mais je me demandais si c'était peut-être pas à cause de je me rappelle plus de la raison, finalement. Ouais, je sais pas s'il avait réfléchi à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Ou peut-être parce qu'ils avaient pris John Wick, puis finalement, c'était pour se venger, l'avoir pris, quelque chose. Ouais, ça dépend si c'est dans le 3 ou dans le 4, parce que, tu sais, là, ce qu'on comprend, c'est que tout ce qui se passe dans ce film-là, dans Ballerina, c'est avant John Wick 4. Là, dans le fond, là, c'est vraiment pas dans le 3. Là, ouais, c'est comme un aparté. Moi, je pense que j'ai plus apprécié le film que toi. Puis, c'est correct. Oui, pourtant, je suis un super gros fan de la franchise, John Wick. J'ai pas trop d'attentes. C'est des films qui sont surtout sur la chorégraphie, sur l'esthétisme, le croisement avec la musique, le charisme de John Wick, de Keanu Reeves. Ouais. Certains disent qu'il n'y en a pas, mais il y a le sien. Il est juste pas... C'est pas un acteur polyvalent qu'on peut mettre dans tout, ce qui a été essayé au fil des années, mais il y a quand même des forces et des faiblesses. Dans John Wick, ça va très bien. Le fait de vouloir utiliser l'univers des tueurs à gages, toutes leurs méthodes, les réceptionnistes, les jetons dorés, tout ce qu'on utilise, les écoles pour devenir un peu un futur tueur à gages. Puis on sait jamais qui commande. Finalement, c'est juste plein de tueurs à gages qui répondent de patrons qui, eux, commandent des assassinats sur leurs propres tueurs en gage entre eux. Là. C'est un peu un Ouroboros, leur affaire, on dirait. Là. Ils sont pas dans le monde réel. Ils sont comme les Harry Potter puis les Moldus. Ils font juste toute leur gimmick à eux. Oui. Mais c'est vrai qu'ultimement, on connaît jamais c'est quoi leur but ultime. Non, c'est ça. Qui te donne 5 millions pour tuer quelqu'un? La personne qui se fait menacer de l'autre. Fait que je sais pas... Bref, en tout cas, ça c'est... Encore une fois, ce film-là va pas répondre à toutes ces questions. On va même nous en donner des nouvelles. En tout cas, nous ouvrir des nouvelles portes puis nous poser de nouvelles questions sur, c'est ça, la famille des X, si on veut. Ceux qui ont des scarifications en forme de X et poignets puis qui sont supposément les plus badass puis qu'il y a une espèce de trêve puis qu'il faut pas aller... chercher le fuck avec eux, si vous me permettez l'expression. Fait que, oui, j'étais un peu déçu d'une certaine simplicité dans tout ça. Mais on va voir le film pour des séquences d'action, pour voir ici, Ana de Armas, c'est solide, là, c'est vraiment, c'est pas un film qui a été pris à la légère, là, c'est les productions, ça rappelle un peu aussi quand Charlize Theron avait joué dans Atomic Blonde, qui était aussi de 87 North, puis de la gang Chad Stahelski, puis tout, tu sais. Fait que même si c'est Stahelski qui réalise les John Wick, là, il a passé le flambeau à Len Wiseman pour ce spin-off-là. Ben, je pense que c'est encore lui qui est producteur et qui a supervisé toute la patente. Là. Je pense qu'il a même fait quelques reshoots. On ne saura jamais quoi exactement. Toi, tu supposais peut-être les scènes de John Wick. Ouais, je trouve qu'à la fin, il y a quand même une petite séquence, entre autres, qui semble être un peu rajoutée pour avoir un petit peu plus d'action ou pour inclure un peu plus de personnages. Ouais, là, mais ceci dit, ouais, moi, écoute, c'est des films de formule. C'est un univers que je trouve assez intéressant. Fait que ça, même si l'histoire n'est pas extraordinaire, je trouve que ça remplit son mandat pour ce que c'est. Les scènes d'action sont quand même... À chaque fois, je me dis comment ils peuvent se réinventer. Et ils réussissent toujours quand même. Là. Il y a des, on utilise bien les grenades et des lance-flammes. Les scènes de grenades qu'on n'a jamais vues. Quand même cool. La lance-flamme aussi. Ouais. Fait à ce moment-là, puis ce qui est bien, c'est qu'on comprend qu'elle est comme n'est pas formé tout à fait de la même école que John Wick, parce que Wick, c'est pas encore clair. C'est son truc d'appartenance, mais clairement, il n'a pas fait du ballet puis tout. Ouais. Fait que, tu sais, lui, il est plus dans un peu comme des chorégraphies de fusil. Puis elle, à un moment donné, est un peu plus dans les épées, dans les couteaux, peut-être plus polyvalente, là, quoique John Wick s'en sort bien avec tout, là, mais
Fait que c'est pas une copie conforme de genre voici John Wick féminin là. Non, tout à fait. Son propre personnage là. Oui. Puis oui, effectivement, tu mentionnes Ana de Armas qui avait été déjà incroyable, elle avait ouvert les yeux dans James Bond No Time to Die en tant que l'agent de la CIA Paloma. Donc elle ne déçoit pas, elle est très très bonne, c'est très commis pour les scènes d'action. C'est un peu tu sais, c'est pas des comédies, mais j'ai souvenir que quand même les autres ont un petit peu plus d'humour à certains moments, de petites répliques et d'affaires comme ça, ce qu'il n'y a pas du tout dans celui-là. Il y a vraiment action, c'est sombre comme film, alors que je pense qu'ils ont voulu vraiment que ça soit dans l'univers, mais que ça paraisse que c'est le frère ou la sœur, là, dans le sens qu'on est moins néon flashy que les John Wick. Il faut que chacun ait comme faut que ça soit cohérent, mais qu'il y ait une distinction entre l'un et l'autre. Bien qu'esthétiquement, je le trouve encore très beau, de beau décor. Le petit village à la fin, c'est super intéressant. Ouais, enneigé et tout. Où finalement tous les villageois sont membres de l'organisation de cette fraction-là. Ben, c'est quasiment mieux de même, parce qu'au début, je me disais, pourquoi ils vivent là, eux autres, genre entourés une grande mafia, puis tout. Il me semble que t'es terrorisé. Puis comme, non, c'est pas mal tout là-dedans. Comme un peu un village... en autarcie. Ouais, c'est ça. Ou une communauté qui pratique toute la même religion, finalement. Puis ça permet aussi d'utiliser d'autres armes surprenantes comme un patin à glace. Tiens. Oui, c'est vrai. Petit fun fact, écoute, je ne l'ai pas vu à l'écran, je me souviens pas, mais je l'ai vu dans le casting. Il y a Anne Parrio qui a un petit rôle. Anne Parrio, elle jouait dans Nikita de Luc Besson. Fait que c'est comme un des premiers personnages féminins de ce genre-là, la tueuse et tout ça. Elle joue comme c'est pas la concierge, mais la gérante de l'hôtel de Prague, là, l'équivalent du Continental de mais elle a été coupée au montage? Écoute, ça se peut bien, parce que je me rappelle du concierge à l'entrée, mais je me rappelle pas qu'elle ait vu quelqu'un de plus haut. Fait que ça sonne comme si c'était, mettons, une scène de blabla, puis qu'elle a amené dans le rythme, puis on fait ben là, on l'introduit, on la remet pas. Ou peut-être qu'elle y donnait une quête qu'ils ont décidé d'enlever plus tard. Fait que ça... Reste à voir. Ça aurait été cool de l'avoir. C'est le cas. Fait que c'est peut-être vraiment moi qui n'ai pas la berlue. J'espère qu'ils vont dire avant de l'avoir invité à la première que finalement t'es plus dedans. Là. Mais, là, on discute aussi, là. Je veux dire, on n'est pas payé non plus par Lionsgate puis Cineplex Pictures. Penses-tu que ça va fonctionner au box-office? Parce que le risque, c'est que je trouve qu'il y a quelque chose de souvent problématique. C'est-à-dire que des films d'action de même, c'est un public plus masculin. Puis il y a comme un cliché qu'on veut voir des gars se battre puis des filles cute. Puis quand il y a des filles cute qui se battent, ben là, on n'aime pas ça, puis les gens, ils vont pas, puis je sais pas s'ils se sentent émasculés par ça ou quoi que ce soit, mais là, le public est plus au rendez-vous. Puis c'est un film qui est super respectueux. Anna de Armas, elle n'a pas une scène où elle est en G-string en train de se battre, là, et non. Elle est vêtue convenablement pour ce qu'elle fait, puis c'est pas un film qui est chaud puis qui est sexy. Alors que dans le James Bond, elle était quand même... Ouais, avec sa robe ouverte et tout. Ça, là. Fait que là, il fait froid, elle met un bandeau puis elle va se battre. Puis, fait que c'est pas un film qui se veut racoleur puis utiliser les attributs physiques. En fait, utiliser les attributs physiques de son héroïne, mais pour ses compétences sportives, disons. Écoute, je suis allé voir le budget, c'était à peu près 80 millions. OK. Fait que, je pense que ça peut devenir rentable assez facilement. Là. S'il fait un 50 millions aux États-Unis, un autre 100 à l'étranger... Ça va dépendre, je pense, beaucoup de l'étranger. C'est rentable, peut-être. Profitable, je suis pas certain. C'est quand même pas mal, 80, puisque les meilleurs gros John Wick ont fait ça mondialement 700, 800. Je pense que c'est le 3 qui a fait le plus. Je pense pas que c'est allé si haut que ça. Je pense que c'est peut-être 500. Ben, c'est ça. Fait qu'à 80, il faudrait que tu fasses du 250 à peu près. Là, pour, Mais eux autres, je pense qu'ils misent aussi sur le streaming. Je pense que ça va être un film qui va être quand même populaire. Ouais, puis ça nourrit pour le 5e. C'est sûr que ça continue de nourrir l'intérêt. Le 4e a fait 440 total, puis le 3e, 328. OK, fait que c'est vraiment le 4e. Fait que s'il peut faire un 200 millions, je pense que... J'ai l'impression que Lionsgate va être content avec ça. J'ai quelques petits fun facts pour toi. Le scénariste Shea Hayton avait vendu le scénario de Ballerina comme un spec script. Alors ça, ce qu'on appelle un scénario non sollicité. Fait que c'est quelqu'un qui n'est pas embauché par un studio pour écrire un scénario, mais qui a écrit ça chez lui. OK, c'est comme un fanfiction quasiment. Un peu, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de scénaristes qui commencent comme ça, parce que c'est une façon de te faire introduire, tu réussis à avoir un agent. Et lui, il l'a pitché comme
un spin-off? Même pas. C'était une histoire originale. Eux, ils ont tellement apprécié le scénario, donc ça a été vendu en 2017, fait qu'ils ont intégré Shea-Hatin à l'écriture de John Wick 3. Fait qu'ils ont comme collé un peu tout l'aspect de ballerine et tout ça, ils l'ont collé dans John Wick 3. Il a été le co-scénariste de John Wick 4. Puis là, finalement, entre les deux films, ils ont retravaillé Ballerina pour en faire un spin-off. Ça colle dans l'univers. Ouais, c'est ça. Fait que quand même cool, tu dis. Puis lui, il s'est inspiré de John Wick 2 pour faire Ballerina à l'origine. OK. Fait que tout est dans tout, finalement. Ah, wow, c'est comme un rêve. C'est fou quand même. Capoté. T'es rendu là à travailler avec eux autres. Puis... Et il y a un des script doctors, donc ça, c'est souvent les scénaristes dans l'ombre là, qui sont embauchés, qui sont pas crédités à l'écran, mais qui vont venir retravailler un petit peu. Emerald Fennell, qui est la scénariste réalisatrice de Saltburn. Ouais, c'est ça, OK. Fait qu'on est allé la chercher pour retravailler un peu le scénario de Ballerina. Mais Saltburn, puis c'était-tu Young Woman? Promising Woman, oui aussi. Ouais, fait ça. Que ce côté-là de vengeance. Anna de Armas et Keanu Reeves ont déjà travaillé ensemble dans 2 films précédents, mais qui n'ont pas passé du tout à l'histoire. OK. Ah oui. Un en 2015. C'est un film où il y a 2 femmes qui se sonnent à la porte chez lui, puis finalement, elle le torture, puis tout un genre de funny games inversé. Là, un peu. Knock Knock. Ouais, c'est ça. Qui était justement un thriller d'érotique un peu... Puis c'est pas avec Sophie Thatcher aussi, l'autre fille qui est dans le film? Non, elle n'est pas connue, je suis allé voir, mais c'est Eli Roth qui est le réalisateur de Knock Knock. C'est pour ça que je le vois souvent passer comme dans des compilations YouTube, meilleur film underrated ou n'importe. Fait qu'elle venait d'Espagne, elle est cubaine, Anna de Armas, mais sa grand-mère maternelle est espagnole. Fait que bref, elle a été étudiée, elle a pu sortir de Cuba pour aller étudier là-bas. Fait que c'était son premier film américain, elle venait de débarquer. Je pensais que c'était War Dogs son premier. Ouais, en tout cas dans ses premiers. Parce qu'il y avait des anecdotes dans War Dogs qu'elle avait juste appris phonétiquement ses lignes. Ouais, ben dans Knock Knock aussi, c'est un peu ça. Elle parlait plus ou moins anglais. Et finalement, il changeait les lignes sur le set, puis elle était comme ça sera pas possible. Là. Mais Keanu Reeves a aimé travailler avec elle parce qu'il l'a embauché l'année suivante pour un film policier que personne n'a vu, qui s'appelle Exposed, où il jouait un film policier. Ça c'est du straight to quasiment, vidéo. Je pense que ça a fait 300 000 au box-office. Fait que, quand même. Alors, allons-y avec le deuxième film. Un autre aussi attendu pour ses fans, parce que Dieu sait qu'il y en a quand même, qui sont très dévoués, The Phoenician Scheme de Wes Anderson. Oui, le complot phénicien au Québec. Avec, encore une fois, une rasade d'acteurs, mais l'acteur principal, cette fois, c'est Benicio del Toro. Et aussi, on retrouve Michael Cera, que ça fait quand même quelques temps qu'on n'a pas vu. Mia Tripleton, qui c'est la première fois qu'on voit à l'écran, et qui est la fille d'une comédienne très connue et populaire, Kate Winslet. Oui. Tom Hanks, Bryan Cranston, Scarlett Johansson, qu'on a vu dans les derniers films. Riz Ahmed, je pense que c'est la première fois peut-être, et Benedict Cumberbatch aussi. Il me semble que oui. Voilà. Fait que c'est pas... Oui, c'est plein de visages connus et très établis qui se prêtent au jeu de faire des petits rôles, mais il n'y en a pas tant que ça plus, contrairement à peut-être son dernier Asteroid City ou même le Grand Budapest Hotel, qui rencontrait tellement de comédiens qui étaient là pendant 1 minute 10. Là, il y a moins ça. Alors, Benicio del Toro est une espèce de grand... Magna, une espèce de self-made man qui travaille un peu en, je sais pas si c'est le bon mot, en autarcie, là, c'est peut-être pas le bon mot, mais comme en dehors un peu de tout règne politique et pays, il fait un peu ses propres affaires, puis là, il y a un gros plan pas un complexe, mais un chemin de fer qu'il faut qu'il passe à travers une montagne, puis tout un réseau de canal. Ouais, c'est ça, puis l'électricité, puis plein d'affaires comme ça. En Égypte, il faut le dire. Oui, voilà, fait qu'il veut aller rencontrer, là, un peu ce qui passe dans le film, il n'arrête pas d'avoir des complots d'assassinat contre lui, fait qu'il veut passer tous ses pouvoirs à sa fille, donc jouée par Mia Tripleton, et donc il l'amène avec lui pour aller renégocier les termes, là, parce qu'ils ont des problèmes financiers, fait qu'il faut que justement il aille voir chacun de ces personnages connus, de ces comédiens connus qui jouent un associé d'un différent pays, de différentes
origine, nationalité. Et en dessous de ça, ben, on comprend que la mère, donc l'une des premières femmes de Del Toro, de son personnage, de Zaza, a été assassinée. Donc, sa fille veut savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Elle qui est sur le point de faire ses derniers examens pour devenir sœur, là, je sais plus c'est quoi. Faire ses vœux, je ne sais pas trop comment on même, appelle ça. Mais... voilà. Fait que et qui est un peu étranger, donc ils se connaissent plus. C'est ça, puisqu'elle était dans le mode religieux là, au couvent et tout depuis vraiment un bon bout. Et ne vivait pas avec son père non plus, de ce que je comprends dans le film. Avant ça non plus. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il était toujours ailleurs. Il faut dire que c'est un film d'époque. Ça se déroule dans les années 50 oui, aussi, quand effectivement, même. bien dit. Fait que ça témoigne sur l'esthétique. Fait que c'est l'esthétique des années 50 plus l'esthétique de Wes Anderson. C'est son 13e film. Fait que c'est un peu normal qu'il y ait quand même un sentiment de déjà-vu. C'est ça l'affaire, c'est qu'il peut plus se renouveler tant que ça visuellement parce qu'il fait toujours sa recette à lui. Fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est comme Woody Allen, à un moment donné, le monde disait « je veux pas le voir, j'aime pas ça Woody Allen ». Ben, c'est sûr qu'il y en a. C'est pas rendu là que vous allez être gagné à découvrir... Wes Anderson. Puis tu sais, si j'avais un ou deux à présenter, c'est peut-être pas lui, là, la porte d'entrée. Il est un petit peu atypique, un peu plus violent même que les autres. Puis assez aride aussi quand même. Là. Je pense qu'il y a plus de bavardage que d'habitude. Déjà que ses films sont très verbeux, je trouve que lui... très concentré. Ben, c'est comme il y a beaucoup de négociations. Beaucoup de termes techniques. Ouais, c'est ça. Puis de deal de business, dans le fond. Parce que ultimement, je trouve que l'histoire, c'est pas la plus décaptivante, mais ses dialogues sont toujours riches, ses personnages toujours très colorés, évidemment. Des comédiens investis. Le duo Tom Hanks, Bryan Cranston, très sympa. Là, les Américains fans de basketball qui négocient le contrat par une game de horse, mais au basket. Là. Donc, je fais un drôle de point, il faut que tu m'imites. Puis... Oui, c'est ça. Il y a toujours des situations très décalées dans les films d'Anderson. J'ai beaucoup apprécié Mia Tripleton, effectivement, la fille de Kate Winslet, pour qui il s'agit vraiment d'un premier rôle d'importance au cinéma. Fait que c'est ça. Fait que si vous aimez Wes Anderson, je pense que vous allez être conquis d'avance. Ceux qui connaissent moins, peut-être pas le meilleur point d'entrée. Si vous voulez voir quelque chose de très original au cinéma, vous voulez quelque chose de différent, c'est un film pour ça, effectivement. Fait que j'ai quand même apprécié. Ça n'a pas été un wow, mais j'ai bien aimé Benicio del Toro qui porte le film sur ses épaules et pratiquement tous les plans. Oui, puis c'est à la hauteur du Wes Anderson, mais voilà. J'avais peut-être préféré... Ils ne seront pas sur le podium, là, mais à Mané, rendu à 13e film, ils peuvent pas toujours être meilleurs que le précédent. C'est bien normal. Puis la comparaison, je préfère aussi, c'est comme un artiste. Si vous êtes fan de BD, ben, un artiste visuel, souvent, c'est sa signature visuelle à lui. Fait à un moment donné, il ne va pas changer non plus après 20 ans de carrière. Là, c'est pour ça que je trouve ça dommage, ceux qui l'accusent de faire toujours pareil. Mais il fait ça, puis il y a encore des gens qui veulent aller le voir, puis nous les premiers, fait que c'est bien correct. Là. Je parlais à des collègues de travail aussi qui étaient sont vraiment hâte d'aller voir le film. Là. Il y a comme Kevin Smith ou des trucs comme ça. C'est un cinéaste qui a sa signature, puis il y a ses fans. Tout à fait. Un petit mot sur Mia Tripleton, qui a commencé sa carrière en utilisant justement pas le nom de Winslet. Est-ce que son père est un comédien aussi? Non, il est un peintre, artiste. Puis Tripleton? Oui, c'est Tripleton. Donc, elle a utilisé le nom de son père. Et donc, oui, elle a réussi tranquillement à se faire une carrière à sa grande satisfaction. Et puis, même Wes Anderson ne savait pas que c'était la fille de Ken Winslet au moment de l'embaucher. Fait que c'est vraiment prêt. Lui avoir donné rôle, il a fait quelques recherches sur elle, puis il a réalisé que c'était la fille de Winslet. Puis, on voit que c'est sa fille quand même. Oui. C'est plus quand on le sait, mais c'est vrai que je la regardais, puis j'étais comme... Elle ressemble à quelqu'un, mais tu sais... moi, je la savais avant, fait que j'observais. Moi, je savais pas. Moi, je trouvais qu'elle avait aussi, c'est peut-être par le je veux pas juger les corps, mais elle a le visage rond, petite, elle me faisait penser à une Florence Pugh aussi, de tout à fait. sa façon, là, son dans personnage. Son delivery, je trouve que à ce côté-là, des fois très pince sans rire de Kate Winslet, très assumé. Fait que... Puis ma réalisation du film aussi, c'est... je sais pas si c'est Benicio del Toro qui est particulièrement grand ou Scarlett Johansson particulièrement petite, mais ils sont amenés en face à face, puis on les voit en plan de côté. C'est toujours des plans de côté avec des travelling. Puis j'ai comme, il y a genre un pied de différence entre les deux. Là. Fait que... En fait, les deux comédiennes sont très petites. Mia Tripleton aussi. Oui, c'est vrai. Et Scarlett Johansson, je pense qu'il est 5'2", 5'3". Okay, ça paraît pas. Mais... non, parce qu'on dirait que tous ces films, pour l'avoir vu, puis l'avoir été dans Jurassic World, toutes ces affaires-là...
faut pas croire qu'elle fait 6 pieds 2, mais tu sais, elle passe 5 et 8, 5 et 10. C'est ça, on dirait qu'elle passe les films d'action qu'elle a fait, c'est vrai, elle a fait tous les Marvel, ces trucs-là, puis ça transparaissait pas. Mais peut-être aussi que Del Toro fait 6 pieds 3 aussi, là, ça, je sais pas. Et moi, le grand plaisir, c'était de retrouver Michael Cera, un comédien que j'adore tellement. Il a fait plus des films indépendants ces dernières années. Oui, puis on le voyait moins souvent, c'est pas des films qui ont toujours été distribués non plus. Fait que bien content de le revoir, puis j'espère qu'il va faire partie de la clique Anderson, qu'on va le revoir. Je pense qu'il fit bien dans cet univers-là. C'est un bon personnage, et c'est comme friser les cheveux, il est un Suédois, Bjorn, puis je sais pas, des fois je me disais, c'est sûr que c'est un film américain, ils prennent tous des acteurs américains, mais je sais comme, est-ce que ça aurait été mieux de prendre un vrai Suédois, mais on comprend je trouve que c'est ça, puis il tient tellement bien, puis tout, c'est parfait. Là. Allons complètement ailleurs avec un thriller, moi j'ai trouvé surprenant, Dangerous Animals de Sean Byrne. Et au Québec, Prédateur en eau trouble de Sean Byrne, avec des visages moins connus quand même. C'est un film australien, donc Sean Byrne est australien. Jay Courtney, qu'on connaît plus pour avoir joué dans des genres de films d'action, série B un peu. Là. Il était dans Suicide Squad, les deux Suicide Squad, à faire celui avec le boomerang, c'est ça? Ouais, puis très australien en fait. Et dans le mauvais... Die Hard, là, le 5, quand il va rejoindre son fils en Russie, il joue le fils de Bruce Willis. Fait qu'il y a une couple de films de même. Là, ici, c'est lui qui joue le méchant, il n'y a pas de secret. Puis il est musclé, ce gars-là, il est en forme et tout. Fait qu'il est très épeurant. C'est un gros fan de requins. Fait qu'à un moment donné, il va pogner du monde sur son bateau parce qu'il vend des tours guidés ben, tu sais, quand tu descends une cage dans l'eau puis que loin de plonger, puis là, les requins tournent autour de toi, mais finalement, c'est un fanatique des requins, fait qu'il tue le monde un peu pour nourrir les requins puis tout. Fait que là, il y a une surfeuse, Hassie Harrison, qui va se faire amener pogner par lui, puis on va essayer on va suivre son périple à elle, puis comment elle va essayer de survivre à ses crocs de tueurs. De cinglés. Fait que des gens vont venir essayer de les aider. Réussiront-ils pas? C'est pas... Tu sais, ça flirte avec l'horreur parce que des fois, il y a des requins qui mangent du monde, mais c'est vraiment plus comme un thriller qu'un film d'horreur. Non, il n'y a pas tant graphique que ça. Non, c'est ça. C'est plus que... C'est des tensions. Parce que dans le fond, elle est captive, elle tente de se sauver. Puis... D'un certain point, c'est un peu comme Le silence des agneaux, tu sais... Là, je compare pas quand même, c'est quand même vraiment un chef-d'œuvre, Silence des agneaux, mais je veux dire, pour beaucoup, c'est comme, c'est le premier film d'horreur à avoir gagné meilleur film. Puis c'est comme, oui, il y a des codes du film d'horreur, j'en conviens, on parle d'un tueur en série, un psychopathe, puis toutes ces affaires-là, mais c'est pas comme... pas le traitement. Là, non, c'est ça, comme Seven de David Fincher. Fait que tu voyez un peu l'idée, des requins qui mangent du monde, mais c'est pas... ou comme même celui de... Madame Ryan Reynolds. The Shallows. Ouais, The Shallows aussi, c'était ça, le même principe. Là. Il y a quand même toujours une fascination pour les requins. On dirait que ça revient aux 5 ans, à peu près, un film des requins. Moi, je fais une comparaison que je peux faire pour les plus vieux. Ce serait le film Dead Calm, qui était aussi un film australien, avec Nicole Kidman. Ah ouais, OK. C'est ce qui l'a amené à Hollywood, parce que Tom Cruise l'avait vu dedans et l'avait donné le rôle dans Days of Thunder. Okay. Donc, film de 89, justement, où c'est avec Sam Neill aussi, d'ailleurs. Qui est australien. Non, lui, il est britannique. Je pense qu'il est Nouvelle-Zélande, zélandais. Donc, qui va être pris en captivité. Ils sont sur un yacht. Et c'est Billy Zane qui joue le psychopathe. Oui, c'est ça. Dans nos souvenirs. Un bon trip. Non, il est irlandais. Il est irlandais, OK. Donc, c'est pour ça qu'il était dans les Peaky Blinders. Oui. Donc, Dead Calm à voir. Puis, donc, je trouve qu'il y a un petit parallèle ici. Mais là, il y a ce côté-là avec les requins. Fait que moi, j'avais aucune attente, honnêtement. Mais j'ai vu qu'il y avait un petit buzz. Je pense que c'était à Cannes que ça a été présenté. Oui, il a été présenté à Cannes. Ouais, le buzz, c'est aussi que c'était surprenant que ce genre de film-là soit présenté à Cannes. Ouais. Écoute, dans quelle section? Là, je pense que c'était pour la Palme d'Or. Là, non, je pense que c'était le off ou les midnight screenings ou d'affaires de même. Puis c'est vrai que c'est comme... on dirait que j'ai dit beaucoup ça aujourd'hui. Ça reste quand même un film de série B au sens où c'est des moyens plus limités. C'est un scénario assez classique dans sa forme de genre l'héroïne, on la suit, elle a des traumas, elle va-tu les vaincre ou pas, lui qui est en captivité. Faut faire fi de quelques invraisemblances. Je t'avouerais que dans l'histoire, il la garde long. Il joue avec sa nourriture, lui aussi, d'une certaine manière. Il mange pas le monde, là, mais en tant que méchant,
Un psychopathe, c'est ça, il prend son temps, là, tu sais. Fait que ce qui permet à ce que le film existe puis dure quelques jours. Mais il y a quand même des twists, des revirements surprenants. L'argent est à l'écran puisqu'il n'y a pas trop de scènes de requins qui auraient coûté une fortune. Fait que je trouve que c'est vraiment bien fait, les ambiances, les lieux, la tension. Pas trop de jumpscares, tout. C'est ça, exact, c'est ça. Ouais. C'est pas parodique, puis c'est pas non plus d'avoir fait l'erreur de te penser meilleur que t'es. Pour ça que je dis que c'est comme un B-movie, mais pas du mauvais côté, de la bonne façon. Genre, puis je serais curieux de voir les 2 autres films de Sean Byrne, parce que c'est un réalisateur que je connaissais pas, évidemment, et puis c'est son 3e film comme en 20 ans, fait qu'il tourne pas souvent. C'est toutes des productions australiennes. C'est ça. Fait que, mais moi, la révélation, c'est la comédienne Assie Harrison, que je voyais un peu sur les réseaux sociaux, là, des fois je vais passer des trucs dans mon feed, je sais pas pourquoi, parce que c'est vraiment elle, c'était la breakout star de la série Yellowstone. Ouais, c'est ça que tu me disais, parce que déjà au cinéma, je l'associais à rien. Je pense qu'elle a marié un chanteur country. Il y a ça aussi, là. Fait que, elle est devenue comme une personnalité plus grande que juste une comédienne. Okay. Mais je trouve qu'elle a un charisme fou. Elle est très bonne. Elle me faisait penser à Virginie Efira, plus jeune. Je trouve qu'elle a le même type de visage, de ses yeux, tout ça. Fait que bref, moi, c'est le genre de belle surprise. Film sans prétention, mais juste bien fait, bien dosé. Fait que si vous aimez ce genre-là, allez-y, absolument. C'est ça. Et il y a le fait que c'est une surfeuse, elle va rencontrer un autre surfeur, mais au final, il n'y a aucune scène de surf. C'est quand même bien joué. Mais c'est pas grave, ça manque pas au film, plutôt que de les faire un peu cheapette, justement. Oui, c'est ça. Elle réussit pas à aller surfer. Pour un autre public complètement différent, donc fan de cinéma international, il y a La Pie voleuse de Robert Guédiguian. Ouais, ben là, c'est toi le spécialiste de La Pie voleuse. T'es-tu même apte à faire un synopsis? J'ai pris ça en note parce que je m'étais dit peut-être que tu ne le ferais pas. Donc, je l'ai fait, mais je me sentirais un peu imposteur, voilà. Donc, Maria, la soixantaine, aide des personnes plus âgées qu'elle, tirant le diable par la queue. Elle ne se résout pas à sa précaire condition et par-ci par-là va commencer à voler quelques euros à tous ces braves gens dont elle va s'occuper, disant que ça ne va pas leur manquer. Mais pourtant, elle est d'une dévotion extrême envers eux. Donc, c'est quand même quelqu'un qui Elle fait bien son travail, mais elle les vole un peu parce qu'elle a d'autres problèmes. Ben, des problèmes d'argent, puis elle se dit, bof, tu sais, un petit 10 euros, 20 euros par-ci par-là, personne ne va s'en apercevoir. Mais finalement, une plainte là, pour abus va faire un peu basculer tout ça, oui, et provoquer différents bouleversements dans l'intrigue. Moi, je dois avouer que je suis ignorant de la filmographie de Robert Guédiguian. Je sais que il a son style à lui, puis il a ses fans. Et ses acteurs qui reviennent souvent depuis pratiquement le début. Oui, tout à fait. Puis moi, j'ai juste vu genre Twist à Bamako qu'on avait écouté à un moment donné. Je sais pas si tu l'avais vu. Non, moi, j'avais pas écouté. Vu ça. Puis, tu sais, c'est vraiment champ gauche. Là. C'est le seul que j'ai vu, puis c'est le moins représentatif de sa filmo. Fait que moi non plus. C'est des films que je vois souvent passer, puis j'ai comme un certain intérêt pour, mais à un moment donné, on se sent un peu imposteur de n'avoir vu aucun, puis de... Mais toi, t'as débuté. Fait qu'à partir de là, tu peux aller écouter Les Neiges du Kilimanjaro. Peut-être plus sur Marius et Jeannette, là, qui est son classique que j'ai pas vu, qui avait gagné le prix du jury ou a pris certains regards à Cannes. Bref. Ça, c'est comme début 2000 ou même avant ça? 97, je pense. Ouais. Fait que, mais c'est quand même un cinéaste qui tourne depuis 40 ans. Là. Fait qu'il y a une bonne filmographie. Fait que, honnêtement, moi, j'ai trouvé ça très, très satisfaisant, mais on est dans la légèreté. Je pense justement que c'était voulu de revenir à un cinéma plus lumineux un peu, malgré le sujet. C'est un traitement quasiment de conte un peu, d'ailleurs, c'est ce qu'il disait. Un conte social. Ouais, c'est ça, anarchiste, c'est la façon qu'il l'amène, parce que c'est quand même quelqu'un qui est très de gauche, très communiste, très engagé, très pour la répartition des richesses. Fait que je pense que c'est très présent dans son cinéma. Mais c'est sympathique. Une histoire aussi avec quelques bons petits twists, un peu imprévisibles, mais portée par des bons comédiens, dont Ariane Ascaride qui joue Maria, qui est aussi sa conjointe. C'est pour ça qu'elle est dans tous ses films. Ouais. Voilà, effectivement. Puis Jean-Pierre Daroussin, lui aussi, dans plusieurs... Oui, aussi. Puis là, il revient dans son quartier d'Estac à Marseille, parce qu'évidemment, Robert Guédiguian est quasiment synonyme de Marseille.
mais surtout de ce quartier-là qu'il revisite aux 5-6 films, qui est un quartier très ouvrier, tout ça, dans lequel il a grandi. Fait que c'est assez sympathique. Visuellement, c'est très beau, là, évidemment. Marseille, c'est quand même assez agréable. Là. Certains quartiers. J'ai pas eu l'occasion de voir Marseille, mais on voit la Méditerranée, tout ça. Fait qu'un beau film, je trouve, d'été, honnêtement. Là. Une histoire intéressante qui n'est pas dénuée d'intérêt. Parce qu'il y a quand même cette fine ligne, comme tu mentionnais dans le synopsis, entre voler les personnes qu'elle aide, mais être vraiment empathique envers elles. Fait que le film semble nous placer justement sur la clôture à dire, c'est quoi le bien, le mal là, dans tout ça? Oui, puis Robert Guédiguian disait en entrevue aussi, pour lui, il peut avoir de bons vols si c'est moral, même si c'est répréhensible. Voler du pain pour ta famille qui n'a rien à manger. Dans le fond, elle, c'est un peu si elle paye son surtemps parce qu'elle est très dévouée, va en faire plus. Donc, puis elle le fait pour des bonnes causes aussi, en partie. Ouais, c'est pas pour s'acheter des bijoux. Non, pour manger des huîtres, puis surtout payer les leçons de piano de son petit-fils. Ouais. Fait qu'il y a un petit côté décalé dans les personnages qui sont très colorés. Fait que, moi, j'ai bien apprécié. Et si vous voulez en connaître... Est-ce que, mettons, son personnage parle beaucoup? Pourquoi, il l'appelle la pie voleuse? Ah, c'est le terme de quelqu'un qui fait des petits vols, la pie voleuse. Ah, OK, qui va comme des miettes. Un petit peu. Okay. C'est ça. J'ai eu l'occasion de jaser avec Robert Guédiguian. Oui, tu semblais me dire que c'est quand même justement un bon Marseillais. Oui, il y a l'accent assez épais. Puis bon, c'est quand même un monsieur de 70 ans au téléphone. Fait que c'était pas toujours clair. Fait que vive la technologie où on a pu enregistrer parce qu'écoute, retranscrire en même temps, ça aurait été ça va trop vite, mais un entretien très sympathique et très gentil. Donc, vous pourrez lire ça dans les prochains jours, probablement début de semaine, sur monciné.ca. Donc, fait que ça m'a donné goût. Je vais probablement essayer d'en écouter quelques-uns, ne serait-ce pour me donner une idée. Oui, puis je pense qu'il y en a beaucoup qui ont une petite vibe estivale, comme tu mentionnais justement, là, du temps chaud de Marseille. La France, il y a 2 semaines, donc le 23, on avait couvert 2 des sorties du 30 mai. 2 femmes en or que j'adore, allez le voir. Et on avait vu aussi Friendship, que j'ai trouvé quand même très, très drôle également. Et là, parlons des 2 autres grosses sorties de la semaine dernière qui vont être encore à l'affiche. Tu veux commencer par lequel des 2? Allons avec Bring Her Back, des frères d'horreur. Danny et Michael Philippou, un autre film australien d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais c'est ça, je me disais, celui-là était vraiment produit en 24 et tout. Ils l'ont fait en Australie aussi? Oui. Je me souviens plus que ça se passait là-bas. Oui, c'est tous des acteurs australiens. Sally Hawkins était ça. Peut-être pas Sally Hawkins, mais les autres des jeunes, oui. OK. Mais je vais aller voir pour le fun. C'est comme un peu flou, là, ça peut se passer n'importe où. Là, en tout cas, et puis il fait pas très beau dans le film, fait que c'était pas très... je pense qu'il c'est pas mentionné la municipalité où il y a quelque chose. Je pense que c'est vraiment identifié... en tout cas, bref. Eux nous avaient surpris, dans le fond, rappelons la petite histoire courte. Je pense qu'à partir de leur 3e film, on va arrêter de le dire, mais on peut rappeler parce que c'est pas si connu. C'était des YouTubers qui faisaient des fan-films d'horreur avec beaucoup d'effets pratiques, puis ces deux frères jumeaux qui se sont mis à être vraiment bons à justement faire ça, là, du faux sang, puis des têtes coupées, puis des affaires comme ça. Puis à amener, ils ont fait un premier film, il n'était pas socio-financé, là, mais juste un film purement australien de petite compagnie, d'affaires comme ça, qui s'appelait Talk to Me, Parle-moi, qui a été présenté à South by Southwest. À partir de là, A24 l'a acheté. Puis là, c'est sorti il y a 2 ans à peu près, en l'été, puis ça a été un bon succès. Ça a fait un genre de 50 millions aux États-Unis et tout. Fait que donc, en 24, là, on produit leur 2e film, Bring Me Back, ou Reviens-moi au Québec. Fait qu'on est très dans le moi, Parle-moi, Reviens-moi. Qui, justement, je disais Sally Hawkins, c'est probablement la comédienne la plus connue du film. Elle est anglaise, je confirme. Et très surprenant de la voir dans un film d'horreur. C'est un contre-emploi. C'est sûr qu'elle avait été dans Shape of Water ou des affaires un peu plus weirdo, mais pas du pur horreur. Surtout que c'est elle qui joue la personne la plus étrange. Pas la plus étrange, mais celle qui a un agenda secret. On suit un adolescent et sa demi-sœur plus jeune qui est une malvoyante, donc elle n'est pas complètement aveugle, mais elle voit très mal, juste les traits flous, les couleurs, les contours. À la mort de leur père, ils vont se faire envoyer dans un foyer d'accueil, une famille d'accueil, donc une dame qui va les recueillir, jouée par Sally Hawkins. Et en arrivant là, vont trouver ça très étrange. D'abord, elle voulait pas le garçon, mais il a insisté pour pas être séparé de sa sœur parce que lui, il va être majeur bientôt. Fait qu'elle dit pour quelques mois, on va pas t'envoyer là. Elle dit mais là, on vient de subir un choc, j'aimerais ça être au moins avec elle, même si c'est pour 4 mois, puis après, j'aurai 18 ans. Puis lui, son plan, c'est de l'adopter, elle, pour pouvoir s'en occuper et tout. De l'adopter, en tout cas, signer la paperasse qu'il faut. Puis, fait qu'on
c'est qu'ils ont même pas le même... Ils n'ont aucun parent en commun. Je pense que c'est le père. Ils ont le même père? Oui, ils ont le même père, mais pas la même mère. OK, je pensais qu'il n'y avait aucun parent, puis c'est juste à cause d'un remariage, puis qu'elle se retrouve. Mais tu sais, ça fait... Je l'ai vu juste avant mes vacances, fait que ça fait un bout déjà. Bref, c'est pas... Mais je suis pas certain, mais c'est pas grave. Pas si fort dans l'intrigue, là, c'est ça. Mais ça explique la différence, parce qu'une est asiatique qui descend... Ouais, c'est ça. Mais en tout cas. Puis ce qu'on comprend rapidement, c'est que la madame qui les recueille, elle, sa fille est morte noyée il y a quelques années, fait que c'est pour ça qu'elle est très contente d'accueillir. Qui était non-voyante aussi. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est pour ça qu'elle est très empathique à sa cause, puis quand elle a vu ce dossier-là, puis cette dame-là a travaillé pour les services sociaux pendant longtemps, fait que sur papier, c'est super, hein, mais est-ce que... Il y a anguille sous roche. Oui, c'est ça. Puis est-ce qu'elle va pas un peu... Le gars est un peu plus allumé, elle charme un peu plus la jeune fille, lui, il va se faire gaslighter. C'est le fun de voir le rôle inverse, une femme qui manipule un jeune homme. Et il y a la présence d'un jeune garçon. Oui, elle a un autre garçon aussi, qui dit lui, il a été traumatisé par la mort de sa sœur. Fait qu'il est bien bizarre, Oliver, mais il est bizarre en tabarnouche, Oliver. Fait que je ne veux pas vous en dire plus que ça. Non. C'est sûr que si vous avez vu les bandes annonces, vous vous doutez un peu, pas nécessairement comment ça finit, mais de c'est quoi le gros plan secret peut-être qu'il y a derrière ça. Mais je vais faire quand même, on n'a pas besoin de le révéler, vous le découvrirez dans le film. Très bon film, surtout c'est leur force au Philippou. Il y a des affaires dégueulasses. J'ai détourné les yeux. Là, il y a des images qui vont vous saisir. Je dis ça de même, la scène du couteau, là. C'est bizarre, ce truc-là. Mais c'est un peu... Oui, c'est ça. En tout cas, ça manquait un peu de maturité de la part de l'adolescent, mais oui, c'est ça. Mais il n'y a pas tant non plus de jump scare. Peut-être moins que dans Talk to Me, mais et peut-être même moins un peu de scènes d'horreur, mais celles qui sont là sont très marquantes quand même. Là, ils ont réussi à ce niveau-là. Voilà. Puis je trouve que c'est un film qui est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sombre. C'est comme un peu tu sais, l'adolescent se retrouve un peu dans une enquête, tu sais. Ouais. Parce que lui, il fait pas tant confiance à l'autre, mais il n'y a pas de raison de ne pas faire confiance. Il y a le classique de ses traumas de son père qui est mort, puis qu'est-ce qui se passait avec lui, sa relation avec son père, sa relation avec sa sœur. Moi, je trouve que c'est un film oignon. Il y a plusieurs couches, puis tranquillement, on épluche, plus on va comprendre ce qui se déroule. Et je trouve que c'est un film qui est très bien maîtrisé pour un deuxième long-métrage. Ils sont incroyables, honnêtement, les frères Philippou. Je pense que c'est une des nouvelles voix d'horreur vraiment intéressantes. Les comédiens sont très bons. C'est le duo de frères et sœurs. C'est toujours un peu des fois embêtant en plus que, évidemment, ils ont une différence et tout ça, mais je trouve qu'on y croyait à leur relation. Et d'ailleurs, la jeune... C'est une vraie malvoyante. Oui, c'est ça. Attends, j'ai noté son nom. Oui, Sora Wong qui se démarque vraiment. Elle est très bonne. Puis c'est un de ses premiers rôles. Elle a fait des petits trucs, mais premier rôle d'importance. Mais surtout Sally Hawkins, qui est juste tragique et bouleversante et incroyable et dérangeante à tous les niveaux. C'est vraiment un beau rôle puis c'est pas comme non plus... tu sais, il y a une vraie tristesse en elle. Ouais. C'est pas comme, mettons, Kathy Bates dans Misery ou n'importe de même. J'allais justement là. Oui, c'est effectivement. C'est pas ce genre de folie-là où, c'est pas pareil, mais Jay Courtney, Prédateur en eau trouble, c'est pas un psychopathe de même. C'est vraiment... Quelqu'un brisé par la vie. Bouleversé, puis qui prend une drôle de tangente. Fait que, très satisfaisant, mais c'est, comme je dis, c'est beaucoup moins léger que Talk to Me. Moi, j'ai peut-être une petite préférence de plus, je pense, qui était plus un teen movie, honnêtement, que celui-ci. Mais je pense que vous ne serez pas déçus par... non, parce c'est que ça, oui, vous allez voir. Très bonne offrande. Oui, tout à fait. Et en parlant, est-ce qu'on doit faire des offrandes à notre sensei pour Karate Kid, légende de Jonathan Entwistle, qui est son premier film, si je me trompe pas? Oui, c'est un gars de télé. C'est un gars de Netflix qui a fait quand même 2 bonnes séries, par exemple. Il travaillait-tu justement sur pas sur Cobra Kai, non. Vraiment pas. Lui, il a fait The End of the Fucking World et I Am Not Okay With This. Okay. 2 petites séries un peu indépendantes, en marge, qui valent la peine, honnêtement. Là, il sort il change de registre complètement. Je pense que c'était juste un fan de Karate Kid. Donc, qu'est-ce que ça raconte finalement Karate Kid Legends? Rapidement, on va suivre Lee Fong, qui est un
des protégés du professeur Han, qui était joué par Jackie Chan. On se souvient dans le remake de Karate Kid de 2010, mais finalement, qu'on comprend, fait partie de cet univers partagé-là. Va déménager. En fait, c'est son oncle, c'est son grand-père, que je ne me rappelle plus. Désolé. Mais moi, je pense que c'est son grand-père. Donc, va déménager avec sa mère à New York, va quitter la Chine. Elle, c'est une médecin, va avoir un nouveau boulot, veut repartir, avoir une vie nouvelle. On va comprendre pourquoi. Et bon, là, on va suivre la trame classique. Lui, par contre, il est déjà très habile dans les arts martiaux. Fait qu'on n'est pas à la même... il n'y a pas l'apprentissage. Non, il n'y a pas le côté apprentissage. Mais c'est quelqu'un qui aime se battre, donc il doit un peu contrôler ses pulsions. Puis évidemment, là, il va être mêlé à toutes sortes d'intrigues et de bullying, évidemment, qui est un peu la talle des Karate Kid. Est-ce que ça rajoute quelque chose à l'univers? Pas tant, honnêtement. Pour les fans de Cobra Kai non plus, cherchez pas de lien. La seule raison, c'est que les personnages de Cobra Kai appartiennent à Netflix. Les personnages appartiennent... pour l'instant, non. Peut-être qu'un jour, on aura une entente, mais c'est pour ça qu'on se concentre vraiment sur Daniel LaRusso et Ralph Macchio. C'est quand même le fun de le revoir au cinéma, mais en même temps, très brève apparition. Là, il est beaucoup sur le poster, puis son nom est partout. Mais... Ouais, c'est ça. Fait que, il vient en fin de film. Il se bat-tu? Petite affaire. Tout comme Jackie Chan aussi, qui n'est pas non plus hyper présent, un peu plus que Macchio. Il y a quand même quelques bonnes twists dans le scénario, surtout avec le personnage de Joshua Jackson, honnêtement. Ouais, c'est ça. C'est lui qui m'intéresse le plus. Ouais. J'ai grandi avec Dawson. Oui, puis fait que ça, c'est ce côté-là. Fait que j'ai été quand même surpris au niveau de l'histoire. C'est pas tout à fait à quoi je m'attendais. Puis, ce qui est rare pour un film, je pense que j'en aurais pris un petit peu plus. Je trouve que le film est un peu trop comme 1h35. Il est court. Il aurait pu prendre un 10-15 minutes pour établir un petit peu plus des trucs, peut-être plus la partie, l'entraînement, parce qu'évidemment, pourquoi qu'on retrouve les personnages de Jackie Chan et de Ralph Macchio, c'est qu'ils vont s'unir ensemble pour surentraîner ou perfectionner les méthodes de Lee Fong, qui est joué par Ben Wong. Je vais y revenir sur lui d'ailleurs pour évidemment combattre à la fin. Là, c'est comme des tournois illicites urbains là, sur des toits de très mortal combat. Ouais, fait que c'est bon. Fait que il y a quelques éléments qui font un petit peu rire. Fait que c'est un enfant dans des tournois illégaux, genre. Ouais, en fait, c'est avec des ados, jeunes adultes. Là. Fait qu'il n'y a pas d'adultes là, de 40 ans. Là. Mais. C'est ça, tu me disais des twists avec Joshua Jackson, c'est comme si tu es un des combattants. Non, c'est pas un des combattants, mais j'en dis pas plus quand même. Je trouve que c'est une belle surprise de découvrir un peu ce qui va se passer avec ce personnage-là. Mais honnêtement, ça vaut la peine pour le jeune Ben Wong qui est vraiment très bon. Il crève l'écran, encore très charismatique, très naturel. Et c'est vraiment un champion d'arts martiaux. Écoute, j'ai noté les disciplines. Il pratique le karaté, le kenpo, le kung-fu, le kumdo puis le taekwondo. Fait que ce qu'on voit à l'écran, c'est pas des doublures. C'est lui qui fait ses cascades. Puis il est très spectaculaire, mais aussi très attachant comme personnage. Mon seul bémol, puis ça, c'est juste générationnel, je trouve que le film a une facture très Netflix. Fait que j'étais pas surpris quand j'ai vu que Jonathan Answito, le réalisateur, a travaillé beaucoup Netflix. Puis on a et c'est Sony, puis j'ai l'impression qu'on a voulu donner une vibe un peu à Spider-Man Across the Spider-Verse puis the Spider-Verse. Fait que je trouve qu'il y a des éléments visuels. C'est pour ça qu'ils sont toujours ces toits, genre, pis ces affaires. Non. Mais, il y a un côté très urbain, mais il y a beaucoup de narration dans les combats. Un peu jeu vidéo, avec des éléments à l'écran et tout ça. Fait que ça nous sort du film. Fait qu'on a plus l'impression de voir un film que quelque chose de vrai. Ouais, c'est pas immersif. C'est ça. Ouais. Fait que je pense que les jeunes vont peut-être plus triper que s'ils regardent le plus vieux Karate Kid, ils vont peut-être trouver plus lent. Fait que là, c'est très rapide, là, tu l'as dit. Puis le montage est très vite. Fait que c'est ça. Fait que mon niveau visuel, j'ai peut-être un peu moins accroché à la réalisation. J'avais l'impression de moins voir un film et plus un jeu vidéo par moment. Mais c'est ça. Ça, c'est juste une appréciation. Parce que j'étais même sur Rotten Tomatoes, l'audience score est le plus élevé de tous les Karate Kids quand même. Fait que ça prouve que... Fait que ça répond à ce besoin-là. C'est vraiment plus un film fait pour aujourd'hui. La franchise s'est rajeunie, s'est modernisée. Ouais, un peu pour aller chercher un nouveau public.
Fait que voilà pour Karate Kid Legends. Puis, parfait. Dernier truc que j'aimerais juste mentionner, je sais que ça fait quand même un pas pire épisode, mais je voulais juste parler du documentaire Le plein potentiel de Annie Saint-Pierre qui prend l'affiche là, le 6 juin. Il y a une couple de séances spéciales là, le week-end puis la semaine prochaine là, au Québec où Madame Saint-Pierre va être présente. Elle qui fait un peu de tout. Elle est actrice dans certains films. Ça, c'est son deuxième documentaire qu'elle réalise. Elle avait fait Fermière il y a une dizaine d'années sur le cercle des fermières. Fait avec le plein potentiel, qui est une phrase assez cliché là, d'utiliser son plein potentiel, donc c'est une incursion dans des ateliers de croissance personnelle, donc avec des coachs de vie, des trucs comme ça. On va retrouver une quinzaine, je pense, dizaine assurément. Un influenceur des réseaux sociaux, là, il y a Marc Dumaine, là, qui est un des plus connus, là, qui est assez... il y a Rad, à un moment donné, Nico Fam, qui vient de quitter Rad, avait fait la série Cobaye, où il faisait de quoi pendant plusieurs jours, une incursion qui était une forme d'enquête journalistique. Puis il l'avait rencontré, puis il était très populaire sur les réseaux sociaux, puis il y a eu beaucoup de botox, puis il s'est fait beaucoup refaire la face, fait que peut-être tu reconnaîtrais son visage de l'avoir vu. Fait que c'est un qui est beaucoup dans la gratitude, puis là, toi, qu'est-ce que tu as vraiment besoin en toi? Il faut juste que tu apprennes à t'écouter, puis tout est blanc chez eux, puis très épuré. Puis c'est pas sectaire, c'est juste que en fait, je fais un parallèle avec le documentaire de Rad qui avait fait là-dessus, le topo, pour dire que souvent, c'est qu'il n'y a rien qui est régi, eux autres. Il n'y a pas l'ordre des coachs de vie. Puis il y en a qui souhaiteraient que oui. Puis fait qu'il y en a vu beaucoup le cliché de genre « Hey, moi, je suis vraiment sur mon X, je m'entraîne, je mange bien, ben je vais aider les autres à faire ça, puis je vais montrer de ma façon. » Fait que eux, dans le documentaire, dans le plein potentiel, ben, on va se retrouver aussi d'amener c'est une experte en domination sadomasochiste. Fait que c'est encore plus niché comme affaire. Il y en a un qui c'est à travers les chevaux. Fait que tu t'occupes d'un cheval, puis pendant ce temps-là, tu me contes ta vie, une espèce de psychologie ouverte sans formation, mais spécialité équestre. Il y en a qui est t'en as un qui, ça, lui, est terrible. Un conseiller en séduction masculine, là. Genre cruising bar, là. C'est vraiment ça, là. Il faut que tu arrives avec plus d'assurance. Salut, je m'appelle Patrick. Non, dis-moi là, salut, je m'appelle Patrick. T'as pris une pause? Faut pas que tu prennes de pause, sinon... des fois, c'est un peu tordu. C'est ça. Fait qu'il y en a plein des exercices de simulation du rire puis de trucs comme ça. Fait que c'est pas juste le même carcan de 10 personnes, c'est plein d'affaires différentes. Ouais. La force... Que je savais pas qu'il existait d'ailleurs. Fait que je trouve ça très drôle qu'il y ait tous ces niches-là. La force et la faiblesse du film, c'est que il y a... c'est super objectif. Donc, c'est une incursion. On voit pas Annie Saint-Pierre. On suit pas quelqu'un qui fait ces cours-là. On accepte, les gens ont comme donné leur nom, je sais pas trop. Fait qu'on filme les séances, puis on n'y revient pas nécessairement. Puis dans le montage, on va voir peut-être chaque affaire de mémoire 2 ou 3 fois, des fois une seule fois. Puis il n'y a pas d'entrevue de talking head. Là. On ne dit pas au monde « Hey, toi, c'est où que tu viens? » Il n'y a pas d'entrevue avec les intervenants, avec les personnes. Il n'y a pas de prise de position « Hey, ça, c'est bon, ça, c'est de la merde, ça, c'est des charlatans. » C'est comme « Voici plein de choses qui se font. Voici plein de gens qui traversent ces affaires-là. Ça semble tous leur faire du bien. Est-ce qu'au final, c'est pour le mieux? » Ben ça, c'est là, le film, le documentaire termine. Puis là, toi, dans la salle... Fais-toi ta propre idée, puis exactement, tu sais, fait que c'est juste c'est comme aller au zoo, là, tu sais, hey, les animaux sont tous là, ben oui, puis à la fin dans l'auto, tu te dis, ben c'est lequel t'as préféré, puis est-ce qu'on devrait les mettre au zoo ou pas, tu sais, le zoo, il répond pas à ces questions-là, lui. Fait que c'est ça, c'est la force et la faiblesse du film à la fois. C'est juste que moi, j'aurais aimé ça qu'il y ait un petit peu plus de piqué au vert, puis tu sais, d'analyse. Ouais, c'est ça, mais le documentaire dit, moi, je juge pas, je vous montre ces choses-là. Fait que ça a aussi la force. Probablement que les séances où Annie Saint-Pierre est présente, ben là, elle peut peut-être donner son opinion ou juste dire, ouais, il y en a qui ont l'air à pas bien filer, finalement, ou tu sais, c'est ça. Surtout le coach de séduction, mais en même temps, si ça t'aide parce que t'arrives pas à rencontrer quelqu'un puis que ça va te donner la confiance qui va te permettre de juste aller parler à du monde puis briser la glace puis tout, c'est pas mal. C'est positif, c'est correct. Ouais, c'est ça, c'est pas des coachs de gaslighting puis de domination, là, tu sais. Ou le danger, c'est que ils commencent à vendre leurs conférences, leurs livres, leurs affaires. Il y en a beaucoup. Il y en a que c'est ça, là, on les voit pas là-dedans puis on les suit pas, mais oui, mais tu sais, le secret puis ces affaires-là, là, c'est ça, là. Mais tu sais, si ça fait que quelqu'un est mieux dans sa peau, c'est pas mal en soi, tu sais, c'est juste qu'après tout le monde peut dire n'importe quoi, là. Bref.
Fait que, ouais, le plein potentiel documentaire. Puis ça avait été présenté à South by Southwest aussi. Okay. Fait que ça a voyagé un peu. Et fait que c'est tout, là, ça couvre pas mal de semaines. Mais on n'est pas en reste la semaine prochaine, le 13 juin, Dragon de Dean DeBlois en version humain, prise de vue réelle et tout, là, avec des vrais dragons. Curieux de voir, mais moi j'ai surtout hâte quand même à Materialist de Celine Song, la comédie romantique. Ça, puis il y a quoi, La vie de Chuck aussi. Moi je pense que c'est plus lui qui m'intrigue. Spectaculaire, Tom Hiddleston. Voilà, fait que pour nous contacter, écrivez-nous balado@commercialmonciné.ca et suivez Magazine Monciné sur Facebook et Instagram. C'est vrai, le nouveau magazine est en kiosque avec Anne-Elisabeth Bossé en couverture pour parler de Menteuse qui sort dans un mois. Procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné, donc disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Et pour ne pas rater ton entretien aussi avec Robert Guédigan, qui sera en ligne bientôt, visitez lemonciné.ca. Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn. Si vous planifiez plonger avec des requins, faites des recherches approfondies sur les compagnies d'excursion. Ouais, dites où vous allez aussi. Oui.